vraies ou fausses qui se multiplient contre les candidats à 2 mois et demi de la présidentielle. François Fillon qui fait face aux unes du Canard déchaîné et aux questions des médias. Emmanuel Macron qui affronte les rumeurs sur sa vie privée diffusées sur Internet. S'agit-il d'une quête légitime de vérité ou d'une exigence absolument tyrannique de transparence? Élément de réponse après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Je ne me livrerai pas au tribunal médiatique. Désormais, c'est la justice qui est saisie. C'est elle qui aura les informations. Une détermination vite balayée par des rebondissements et des révélations en série. François Fillon signe ce matin une tribune dans Ouest France. Le candidat à la présidentielle a dû se résoudre à descendre dans l'arène médiatique, tout en accusant la presse d'acharnement. On réclame la transparence. Je n'ai rien à cacher. Mais lyncher, assassiner politiquement, comme finalement vous l'avez fait, pendant 10 jours, un candidat à l'élection présidentielle, je pense que ça pose un problème. Que ça pose même un problème démocratique. En enquêtant sur la probité des élus, les journalistes s'acharneraient-ils vraiment? C'est en tout cas le débat que souhaite ouvrir le candidat en difficulté, alors que les soupçons à l'encontre des politiques flirtent parfois avec le voyeurisme et font effraction dans la vie privée. Ces derniers jours, Emmanuel Macron a décidé de démentir des allégations de liaison homosexuelle qui agitaient la toile. Le nombre de recherches sur Google avait explosé en quelques semaines. Pour ses soutiens, Emmanuel Macron a eu raison de désamorcer les rumeurs. Ça fait des mois, voire des années, que sur les réseaux sociaux, ça circule. Donc il y a un moment, il faut dire stop. Il ne faut pas que ce soit une campagne des bruits qui courent. Vie privée, patrimoine, fiscalité, l'exigence de vérité vis-à-vis des élus peut-elle se muer en curiosité malsaine? Au nom du devoir d'exemplarité, y a-t-il un risque de basculer dans une tyrannie de la transparence? Alors, on va en parler avec vous trois. Éric Dupond-Moretti, maître Dupond-Moretti, pardon, vous êtes avocat pénaliste. Votre dernier essai avec Stéphane Durand-Soufflant, votre complice, direct du droit, esprit. Et vous considérez, quant à l'affaire et au débat qui nous intéresse, que l'hypermoralisation et la transparence sont les démons de notre époque, car à force de vouloir la transparence, on a tué le secret professionnel et la présomption d'innocence dans notre pays. À côté de vous, il ne sera vraisemblablement pas du même avis. Paul Morera, bonsoir. Vous êtes journaliste reporter, fondateur de l'agence Première Ligne. Informer n'est pas un délit, sous la direction de Fabrice Arfi et de la vôtre. Ça, c'est aux éditions Calman-Lévy. Vous considérez que le pouvoir préfère le secret, mais quand on vit de l'argent public, eh bien, on doit accepter la transparence. C'est un devoir à l'égard du contribuable et même du citoyen. Et enfin, Juliette Grange, bonsoir madame. Vous êtes philosophe. Vous estimez qu'il faut demander à nos élus d'être plus vertueux et de faire preuve d'exemplarité sans les forcer à mettre en scène leur vie privée qui n'a pas grand-chose à faire avec les affaires publiques. Voilà. Alors, Nadia, je crois qu'on a pas mal de questions. Oui, et j'ai choisi cette question de téléspectateurs qui voudraient savoir si les premières sources des journalistes ne sont pas les politiques eux-mêmes. Paul Morera, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de vous faire manipuler, de servir indirectement à des règlements de compte? En réalité, chaque source qui vous confie une information sensible tente de vous manipuler. C'est la définition de la source qui vous donne un bon petit tuyau. En l'échange de... Voilà, elle espère que la publication de ce tuyau servira d'une manière ou d'une autre ces bidons. Mais il y a aussi des sources qui sont, nous on a souvent affaire à eux, ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Je sais pas, je pense à quelqu'un comme Raphaël Allais ou Antoine Deltour dans l'affaire LuxLeaks, qui ont permis de rendre public l'évasion fiscale de dizaines de milliards des grandes entreprises. Sans avoir à y gagner quoi que ce soit. Ouais, en gagnant que des problèmes. Donc il faut évaluer qui est un manipulateur et qui est un chevalier blanc. Contribue. Quel dosage, disons, parce qu'il n'y a jamais Juste avant qu'on passe au chiffre du jour, oui, Éric Dupond-Moretti. Prenons un exemple, quand une information sort sur l'affaire Fillon dans un quotidien du soir, et qu'elle peut venir ou du parquet national financier ou de la police qui enquête, puisqu'il n'y a pas encore d'avocat, pour vous, c'est une façon de lancer l'alerte ? Non, c'est exceptionnellement grave. Je suis il y a 2 jours... La fuite, c'est ça, la fuite. Oui, la fuite, oui. La fuite, c'est un délit, hein, d'abord. Oui. Je suis avec Davé et l'homme. Bon. Et les deux journalistes du Monde qui ont écrit le livre sur François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça et qui ont sorti la fameuse histoire. Et je leur rappelle une chose, c'est que le PNF, Parquet national financier, tient aussi sa compétence de la médiatisation d'une affaire, de son retentissement. Or, s'ils ont les PV, puisqu'ils ont dit qu'ils avaient les PV, ils ne peuvent les tenir que du PNF ou de la police qui sert le PNF.
ou alors d'une femme de ménage qui a piqué les PV, parce qu'il n'y a pas d'avocat dans cette affaire. Il y a des avocats, mais ils n'ont pas procédurellement accès au dossier. Alors, c'est extraordinaire d'auto-alimenter, en réalité, sa compétence. Et quand je leur dis non, ça c'est sûr qu'ils ont moins balancé que dans l'affaire Jouillet. Parce que c'est eux quand même qui ont balancé la source qu'ils avaient, Jouillet, en disant qu'ils avaient un enregistrement. Et en plus, ils donnent des leçons de morale partout. Donc ils disent non, c'est pas eux. Mais je note que le PNF n'a pas mis en branle l'action publique pour savoir quel était le méchant qui avait communiqué les PV à Davé et l'homme. Bon. Ça, je trouve ça inadmissible. Chiffre du jour pour rentrer dans le vif du débat. Voilà, il y a plusieurs publications qui s'intéressent à ce dossier, notamment le Canard enchaîné. Le chiffre Dossier du jour, Fillon. c'est 3. 3, comme le nombre de unes du Canard enchaîné, qui ont été à la suite consacrées à François Fillon, dont la dernière aujourd'hui. Alors, Paul Moreira, je sais que vous ne travaillez pas au Canard enchaîné, mais à votre avis, est-ce que c'est parce qu'ils ont des informations qui sortent au fur et à mesure, ou est-ce que ça peut être une stratégie éditoriale, commerciale aussi, que de distiller en quelque sorte les informations plusieurs semaines de suite? Vous l'avez dit, je ne travaille pas au Canard enchaîné. C'est Oui, difficile bon, pour moi enfin. de commenter le rythme à laquelle les informations sortent. Vous connaissez les us et coutumes et les usages de la presse. Je ne travaille pas pour la presse écrite, je travaille pour la télévision. Pour moi, c'est difficile de commenter quelque chose qui est une stratégie élaborée, si elle est élaborée par des confrères au Canard enchaîné. Juliette Grange, quand vous entendez le mot acharnement, ça vous évoque quoi? Je pense qu'il faut faire la différence entre différents types d'affaires, c'est-à-dire la vie privée au sens des mœurs. Monsieur Hollande avec un casque sur la tête. Il y a une philosophe, Hannah Arendt, qui dit que la liberté moderne, c'est la séparation entre le public et le privé, déjà. Mais le privé au sens des mœurs, de la vie familiale, etc. Donc, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'argent public, surtout à des sommes colossales, c'est une chose. Si on parle des relations familiales et sexuelles des responsables, c'est totalement une autre. Néanmoins, il y a une exception quand même pour les enfants, le corps des enfants. La pédophilie nécessite peut-être qu'on brise cette séparation qui est une garante de liberté. Par ailleurs, il faut dire que les hommes politiques cherchent la lumière. C'est-à-dire il y a ce qu'un autre philosophe, Habermas, appelle la privatisation de la vie publique, et aussi on rend publique la vie privée parce qu'on est photographié en famille, Par des parce couvertures de qu'on magazines vienne, en cours. et ça fait partie d'une campagne électorale, Absolument. nécessairement. Donc c'est assez compliqué. Donc je pense qu'on peut se tirer d'affaire en spécifiant bien de quoi on parle, en fait. Guillaume. Oui, Éric Dupond-Moretti, on vous sent assez critique sur la façon dont toutes ces affaires peuvent sortir. En même temps, la presse fait son travail dans l'affaire Cahuzac ou l'affaire Guéant. Il y a effectivement eu des sanctions et des condamnations, donc ça a été utile. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Le Canard enchaîné a des infos, il les publie, il y a un siècle qui fait ça, il n'y a rien à dire. Et de façon citoyenne, on en discute. Et on peut être choqué par les chiffres avancés, etc. Tout ça, Mais dans l'affaire Cahuzac, quand on écrit au procureur de la République pour demander des poursuites, on est encore flic. Ça, c'est le directeur de Mediapart, Edoui Plenel, qui a sorti les informations, mais qui a aussi eu un rôle judiciaire en quelque sorte, en tout cas d'après vous. Mais c'est son boulot, ça. Quand Davé et l'homme balancent leurs sources, en Les deux l'occurrence... journalistes du Monde. Ben oui, est-ce qu'ils sont Paul encore... Moreira. Est-ce qu'ils sont encore dans les clous? Est-ce qu'il y a une frontière En plus, ce sont les grands moralisateurs de l'époque. on ne va pas juger. Si on est dans, mais sur le, si on est dans le ce mélange que- des genres. Si on est dans ce que Orwell appelle la décence commune. Juste les Vous nous gens exprimez- qui, vous- les alors, gens qui sont Common de l'autre Decency, côté de vous la nous caméra expliquez le concept et qui nous regardent, quand on leur dit que quelqu'un comme Cahuzac, qui était ministre du Budget et dont le boulot était de faire que les caisses de l'État soient remplies par de l'argent et que ça soit de l'argent public, que cet homme a organisé de la fuite de son propre argent, est-ce que le public n'a pas le droit de le savoir? Est-ce que c'est quelque chose qui doit rester dissimulé au regard du public? On le sait tous que c'est nécessaire de communiquer là-dessus et que quand on a l'information, il faut la sortir. C'est ce qu'a fait Mediapart. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à leur reprocher là-dessus. Non, ce qu'on leur reprochait, reproche, c'est pas ça que Le reprochait reproche, le Maître contact avec le Dupond-Moretti. parquet de Paris. Est-ce que là, Edoui Plenel est encore journaliste ou est-ce qu'il est flic? Peut-être C'est le mélange des genres. Peut-être qu'il participe à la justice avec un grand J pour consistant Mais à c'est pas faire son émerger rôle. la vérité. Pardonnez-moi, c'est pas son rôle. C'est le rôle d'un journaliste quand même de faire émerger la vérité. De participer à la justice, de filer des infos aux flics, aux procureurs. Alors, on va, comme c'est une aporie que personne ne peut répondre, c'est son rôle, c'est pas son rôle, on va avancer en évoquant ce que d'aucuns considèrent comme être un véritable paradis, la transparence absolue, la Scandinavie. Oui, les pays scandinaves, nordiques, ouais. Nadia. D'ailleurs, là-bas, on parle plus de liberté d'accès à l'information que de transparence, puisque là-bas, on considère que tout ou presque doit être public. Alors en Norvège, par exemple, les feuilles d'imposition de tous les contribuables sont publiées sur Internet, accessibles en quelques clics, à la seule exception notable des membres de la famille royale. Et il faut préciser également que quand un citoyen regarde la déclaration de revenus d'un
internaute. Cette personne est immédiatement prévenue par email et que c'est un système qui date du vote de la Constitution de la Norvège en 1814, donc il y a plus de 200 ans. Il y a des systèmes à peu près similaires en Finlande et au Danemark, mais c'est en Suède que la transparence est la plus poussée en vertu du Offentlighetsprincipen, c'est-à-dire un droit de regard public est institué, lui, depuis 1766. Concrètement, tous les habitants du royaume peuvent avoir accès à tout document public, que ce soit le salaire d'un patron, la déclaration fiscale d'un ministre ou les notes de frais, et ils ont parfaitement le droit d'en informer la population s'ils constatent une anomalie. Là-bas, il y a un mantra, les élus sont là pour servir, non pas pour se servir. Et quand un politique est pris la main dans le sac, ça arrive quand même là-bas, eh ben, il est sanctionné très lourdement. L'affaire la plus emblématique, évidemment, c'est celle de cette vice-première ministre qui avait dû démissionner pour avoir acheté des couches-culottes, du chocolat, etc. Avec sa carte de crédit de fonction, elle avait accepté son sort sans crier à la cabale médiatique. Et ce qu'il faut dire, enfin, c'est que ces pays-là, ces pays que je viens de citer, sont classés premiers pour la liberté de la presse et sont perçus comme les moins corrompus dans les classements Transparency International. Paul Moreira, pourquoi est-ce qu'on ne s'inspire pas davantage de ce qui se passe là-bas? Ça a l'air très vertueux. Alors, il se trouve qu'en 2004, j'ai lancé avec un groupe de journalistes une campagne pour instituer ce que les Américains appellent le Freedom of Information Act, la loi sur l'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire pour aligner le droit de la France sur celui des États-Unis et maintenant de l'Angleterre, parce que depuis 2004, l'Angleterre pratique la même chose. Il faut savoir qu'en France, la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, peut être saisie quand on vous refuse un document administratif, ce qui est quasiment toujours la règle dès qu'il est un peu sensible, et que cette CADA peut le transmettre à une exception près, c'est que le nom d'un fonctionnaire ne soit pas mis en cause dans une situation où ce serait gênant pour lui. Alors qu'aux États-Unis et en Angleterre, cette loi a permis justement de revenir sur des événements, des fois très très récents, hein, et d'établir quelles étaient les responsabilités en toute Donc on a une transparence. tradition de l'opacité en France. Et c'est dans l'ADN de ce pays. Et je pense que c'est lié à la collaboration. Pays latin. Non, c'est la collaboration pour moi. C'est pas antérieur. Pour vous, c'est pas antérieur. Il y a une excellente intervention d'un historien qui s'appelle Antoine Proust au colloque de la CADA, le 25e anniversaire, où il a dit très clairement qu'on ne transmettrait pas de documents qui ont à voir avec l'époque de la collaboration, où il pourrait y avoir le nom de gens qui pourraient être inquiétés pour leurs activités pendant cette période. Et ça a été exprimé, c'est chiant à lire, hein, les actes d'un colloque. En même temps, Juliette Grange, là, on n'est pas sur des faits de collaboration, on est sur le patrimoine. Vous savez qu'il y a des gens qui disent, quand on va trop loin vers cette transparence... Je voudrais dire quelque chose à ce sujet, parce qu'il y a une tradition des pays anglo-saxons, Amérique compris et pays scandinaves, une tradition protestante. Oui. Autrement dit, l'attitude morale d'une personne, même de très petits faits, est significative de l'attitude qu'il va avoir par ailleurs. Ce n'est pas du tout notre culture, dans la mesure où on a une séparation qui est peut-être une garantie de la liberté entre les deux domaines. Parce qu'il y a des gens qui disent, quand on est riche, on ne va plus faire de politique, parce qu'avec cette transparence, tout le monde saura ce qu'on possède, et il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Canoë-kayak de Madame Joly. Oui. Non, mais bon, on a une autorité pour la transparence de la vie publique, une institution, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui s'intéresse uniquement à l'aspect financier. Et je pense que c'est très sain. Il y a beaucoup de citoyens à aller sur le site. Vous pouvez expliciter votre canoë-kayak? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de canoë-kayak d'Eva Joly? C'est la déclaration qu'Eva Joly a dû souscrire quand on a créé la Haute Autorité pour la transparence. Oui. Parce qu'elle était candidate à l'élection présidentielle. Où chacun devait dévoiler son patrimoine. Je ne sens pas du tout norvégien. Ça, on l'avait bien compris. Ouais. Non, mais pour autant... Pour quelle raison? Parce que je ne le suis pas. Mais pour pourrions adopter quelques spécificités culturelles, si elles moi, étaient déjà éthiques. 2 cultures à assumer, la bon, française et l'italienne, ça fait beaucoup. D'accord. Qu'il y ait des règles de la vie publique qui soient différentes de celles que nous avons, mais pourquoi pas? Là, par exemple, sur l'histoire de la dotation de l'attaché parlementaire, c'est le bureau de l'Assemblée qui a décidé. Ça n'est même pas la loi. Bon. Que nous ayons ces pratiques... moi, j'ai rien à en dire. Mais la transparence qui me chagrine, moi, c'est celle qui permettent à un juge d'instruction de détruire le secret professionnel de l'avocat. Ça me chagrine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de secret professionnel? On ne le respecte pas? Non, il y a une décision de la Cour de cassation qui dit que si vous n'êtes pas mis en examen et pas gardé à vue, Nicolas Sarkozy qui était visé, puisque c'était l'affaire libyenne, il n'y a pas de secret professionnel. Donc vous venez me voir, vous me confiez vos turpitudes intimes, vous n'êtes ni mis en examen ni gardé à vue, je peux balancer ça. Donc supprimons-le, ce secret professionnel. Le juge Alphen a réclamé la suppression ce matin. Non mais c'est n'importe quoi. La suppression du secret d'instruction. Mais non, du secret d'instruction, c'est pas le secret professionnel de l'avocat. C'est une chose différente. Le secret de l'instruction, il est tellement bafoué. On vient d'en avoir d'ailleurs le secret de l'enquête s'agissant de M. Fillon. Les PV sont entre les mains de mes 2 camarades d'Avé et l'Homme.
Donc ça me chagrine. Ça, c'est une transparence insupportable. La transparence aussi de la vie privée. Pardonnez-moi, mais François Hollande, avec son casque, ça ne nous regarde pas. Alors, on va parler justement du chapitre vie privée dans un instant, mais d'abord, revenons à l'homme qui est censé affronter les journalistes déchaînés contre lui, François Fillon. Il compte dorénavant, depuis hier soir, je crois, sur l'énergie, non moins déchaînée, de Thierry Solaire, son porte-parole. Thibault Nolte le soumet à un petit tribunal médiatique de son choix. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que François Fillon se débat dans le Penelope Gate, son porte-parole dénonce l'hallali médiatique. Alors faut-il sonner Thierry Solaire? Thierry Solaire est député des Hauts-de-Seine et solide porte-voix du fragile candidat de la droite et du centre. Titi défend le retour de la probité dans la vie publique. Mais si celle de son champion est défiée, c'est la conduite des journalistes qu'il fustige. Non mais les Français ont droit de cieux, monsieur Clément. C'est pas parce qu'on est journaliste qu'on doit tout dire. La France, c'est une famille, et on n'a pas envie qu'à chaque élection, ça se transforme en festen. On a envie de pouvoir bouffer peinard. Thierry canarde un système médiatique inerte devant l'affaire des emplois fictifs de Marine Le Pen et dénonce les salaires himalayesques de ses journalistes vedettes. Une altitude que lui-même, conseiller en stratégie à 12 000 € mensuels, en plus de ses mandats, fréquente assidûment. Ouais, mais attention, moi je les mérite. Moi aussi je passe tous les jours à la télé, sauf qu'après j'ai encore 3 jobs. Alors c'est pas la même béchamel non plus ça, hein. Cette médiasphère dévoyée a déjà tyrannisé Titi de sa transparence. Elle a révélé la plainte pour fraude fiscale déposée contre lui par Bercy ou son amendement pour exonérer de taxes la collecte de déchets dangereux alors qu'il rejoignait une entreprise du secteur un an après. Fusée du média bashing, diplômé en marketing, ministrable 3 étoiles depuis qu'il a assuré la primaire de la droite, il reste néanmoins abonné au micro de toutes les radios et télé. Le Solaire radieux pratique simplement l'art consommé de la diversion. Un emploi absolument non fictif. Merci Thibault Nolte. Juliette Grange, c'est un phénomène émergent, ça. On voit les politiques qui maintenant s'en prennent aux médias assez directement. L'exemple est peut-être venu de Donald Trump aux États-Unis. Et le public a l'air d'apprécier, en fait, comme si les gens étaient partagés entre une volonté de transparence, un besoin de transparence, et une volonté aussi de taper sur les médias. Et une défiance. C'est la montée d'un schéma d'extrême droite qui met en cause la presse qui est un vecteur de liberté publique absolument indispensable. Mais donc c'est la négation de faits, on ne veut plus entendre parler de faits. Donc c'est la mise en cause des élites, des politiques professionnelles, des journalistes. Alors évidemment, à mon avis, il y a quelques outrances en photographiant M. Hollande sur son scooter, mais je pense que néanmoins, la transparence est réclamée, elle est saine, elle est nécessaire, elle est absolument indispensable. Sinon, nous perdrons confiance dans toute information, dans toute validité d'un profil politique. Aucun citoyen ne sera informé. Et aboutir aux faits alternatifs orwelliens, précisément. Alors, il nous reste du temps pour parler de la vie privée. Faites-nous écouter Emmanuel Macron. Oui, parce que à Bobino. Emmanuel Macron, lundi soir, un peu à la surprise générale, est intervenu dans une réunion de ses soutiens. C'était à Bobino. Et il est revenu sur une rumeur qui court sur les réseaux sociaux, sur son homosexualité, une liaison supposée avec le président de Radio France. Et il y a répondu, non sans humour. Regardez. Je voudrais faire l'idée que je suis duplice, que j'ai des vies cachées, autre chose. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte, mais je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je pourrais faire. Heureusement, je ne l'ai jamais rémunéré pour cela. Il est fort, mais ce n'est pas l'objet du débat. Oui, Paul Moreira, là, Emmanuel Macron répond donc à des rumeurs, pas à des articles, pas à des faits. Alors on se dit, est-ce que c'est très intelligent parce que ça tue la rumeur ou au contraire ça la nourrit, ça l'entretient? Non, moi je trouve qu'il a fait la chose juste. Je trouve que c'est ignoble, cette rumeur qui a couru. Je trouve que c'est ignoble de s'intéresser à la vie privée des gens, à leur intimité sexuelle. Autant je suis un fervent partisan de la transparence en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'argent public, autant la vie privée, à mon sens, doit être sanctuarisée et ça doit être notre grande différence par rapport aux anglo-saxons. Mais vous savez ce qu'on vous répondra, qu'Emmanuel Macron, en étant encore en couverture cette semaine de Paris Match avec son épouse, lui-même met en scène sa propre vie privée. Oui, mais ça valide absolument pas la rumeur.
Éric Oui, Dupond-Moretti, vous voulez dire que parce qu'il choisit de le faire, c'est différent que de le subir? Il choisit le périmètre de sa liberté, de l'intimité de sa vie privée. Il choisit de s'exposer avec sa femme dans Paris Match, c'est son problème. Mais c'est vrai que cette rumeur, elle circulait. Tout le monde disait, comme la rumeur d'ailleurs, hein, de sources sûres. Bon, mais moi, je veux qu'on fasse le distinguo, enfin j'aimerais que l'on fasse le distinguo, pardon, entre le métier de journaliste qui consiste à poser un certain nombre de difficultés. Je l'ai dit tout à l'heure, le Canard enchaîné publie ses informations. On ne peut pas pousser des cris d'orfraie. Heureusement qu'on est informé. C'est un pilier de la démocratie. Mais attention au reste. Parce qu'il y a un lien entre toutes les formes de transparence ou de transpercence. François Hollande, Emmanuel Macron, encore que la presse n'avait pas tellement repris. Et puis le reste, le secret. C'est quoi la passerelle entre divulguer des choses sur la vie privée et divulguer des choses sur l'argent public C'est qu'il y a un besoin ensuite du lecteur, de l'auditeur, du téléspectateur de davantage de transparence. Vous avez vu ce qu'on a fait à François Hollande. À l'origine, c'est un journal à scandale qui sort, mais tous les autres bien-pensants, sérieux, se sont greffés pour dire « Ah, mais Closer a sorti, on peut aussi en parler ». Et qu'est-ce que ça donne? C'est une catastrophe pour la vie privée Alors, de cet homme. Juliette Grand, vos hypothèses sur cette pulsion scopique qui fait de nous des voyeurs permanents, comment lutter contre? Et est-ce que c'est l'avenir de notre société, une société obscène? Il faut banaliser un certain nombre de choses, c'est-à-dire il faut banaliser l'accès, par exemple, aux déclarations d'impôts de nos élus, banaliser l'information. Je pense qu'ensuite, ça peut transformer notre manière de concevoir la vie publique, mais il faut savoir où s'arrêter, c'est-à-dire les éléments de vie privée n'ont aucun intérêt. Donc je pense qu'il faut routiniser ce qu'on appelle la French Solution aux États-Unis, c'est-à-dire le fait de ne pas parler de la vie sexuelle et privée des personnes. Paul Moreira, c'est le numérique, les réseaux sociaux, qui, avec leur viralité et le fait qu'il est impossible de les contrôler et de faire la loi, rendent impossible cette tâche quasiment? Ouais. C'est sûr que là, c'est une donnée nouvelle. Qui fait qu'aujourd'hui, de toute façon, il va y avoir de l'émission d'informations incontrôlables, incontrôlées via les réseaux sociaux, que ça peut être mortel, que ça peut augmenter la pression dans des proportions extraordinaires. Mais vous voyez, par rapport à cette histoire de Fillon, moi, l'info qui m'a passionné, c'est plus le fait que son cabinet bosse pour AXA, et que je ne le savais pas, et que ça me serait resté dissimulé s'il n'y avait pas eu tout ce tintouin et cette volonté de transparence. Et ça, je pense qu'il nous la doit, cette transparence, parce que quand il dit « je vais réformer la sécurité sociale et confier une partie plus importante des remboursements aux assurances privées », et que je découvre qu'il bosse pour AXA, je me dis « non, il faut que je le sache ». Je ne dis pas que c'est illégal, je dis « il faut que je le sache, c'est tout ». Une conclusion. Dans ce besoin de transparence, il y a l'information en elle-même, et puis il y a par exemple une chaîne d'infos continue qui lance un sondage pour savoir s'il a été convaincant. Et moi je dis, mais tous les sondés n'ont pas vu les pièces. Et ce que je dis dans le bouquin à plusieurs reprises, c'est attendez une seconde, n'allons pas trop vite. Voilà. Ça me paraît... Donner du temps au temps. Quelqu'un l'avait déjà dit avant vous. Merci à tous les trois. On va retrouver messieurs Mauduit et